poids des données sur moi commence à peu près en 2003. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, voilà, j'ai une existence numérique, il y a des données, il y a des profils qui sont créés, et ça a un impact assez léger sur moi, d'accord ? Principalement du profilage. Alors quand je vous disais qu'on allait faire de la science-fiction, on va essayer d'imaginer la trajectoire numérique d'une personne qui naît en 2019. Et on va, voilà, en grande partie de la science-fiction, d'accord ? Donc une personne qui naît en 2019, il y a des bonnes chances quand même que ses parents mettent une photo de lui à sa naissance, d'accord ? Je connais vraiment beaucoup de gens qui le font. Donc à la naissance, vous commencez à avoir une existence numérique. On commence à trouver votre nom, votre prénom, des photos vous concernant dès la naissance. Il faut attendre 4 ou 5 ans pour qu'on commence à mettre une tablette dans les mains d'un enfant, d'accord, du Apple ou du Google. Donc voilà, l'enfant va pouvoir commencer à jouer avec, découvrir sans avoir strictement aucune idée des enjeux technologiques qui sont derrière, mais on commence à avoir un premier contact au numérique. Alors, c'est là où commence la science-fiction. Pour l'instant, pour vous, l'apprentissage, l'école, c'est un être humain qui enseigne à d'autres êtres humains. Complètement has-been. Le fantasme de tous les directeurs d'écoles d'ingénieurs et puis du ministère de l'Éducation nationale pour les lycées et les collèges, c'est de supprimer les enseignants et de mettre en face des systèmes d'apprentissage automatique. C'est quoi la motivation ? Un enseignant seul face à plein d'élèves, forcément, l'enseignant va échouer parce qu'il est incapable de passer autant de temps avec chaque élève. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il n'est pas capable de prendre en considération toutes les spécificités de chaque élève. Si on fait de l'apprentissage face à un système qui va analyser l'élève à l'aide d'algorithmes, d'intelligence artificielle, de machine learning, eh bien, on va être capable de faire de l'apprentissage vraiment spécifique pour chaque élève, tenir compte de toutes ses caractéristiques. Et puis, au passage, ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'on n'a plus besoin de payer des profs. D'accord ? Donc, ça, c'est des choses qui sont en cours d'expérimentation. D'accord ? Je mentionne là une plateforme qui s'appelle EDX. Il y a vraiment des gens qui travaillent à ça, à essayer de créer des systèmes d'apprentissage pour vous analyser vos réponses à des questionnaires et faire que voilà, il n'y ait plus besoin d'avoir un être humain quand on vous apprend quelque chose. On peut considérer que voilà, vers ses 11 ans, la personne elle aura son premier smartphone, encore du Apple, du Google, d'accord. En 2030, du fait qu'elle a son premier smartphone, c'est inéluctable. Hein. Quand vous avez un smartphone, automatiquement, à la configuration de votre smartphone, vous avez des identifiants publicitaires qui sont créés, et donc automatiquement un ciblage est fait. 2037, donc la personne arrive à peu près au bac, orientation automatique. Donc là, je reviens vers un vieux serpent de mer, mais vous avez très certainement entendu parler de Parcoursup. Donc pour l'instant, on a fait, le gouvernement français a fait une reculade sur cet algorithme. Donc il y a 2 ans, les lycéens ont vu leur orientation effectuée par un algorithme. D'accord ? Et devant le tollé général, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale a préféré faire machine arrière et transformer l'algorithme en une évaluation par les enseignants. Dites-vous que ça reviendra. On va faire un petit sondage. À votre avis, est-ce qu'il y a des algorithmes qui sont utilisés comme Parcoursup pour évaluer les gens en France, pour prendre des décisions sur les gens en France? Alors, donc, il y a des gens qui pensent que oui, mais alors, oui, et lesquels? Alors, levez la main, puis j'essayerai de... Alors, on va commencer là. Voilà. Après, pour évaluer... Alors, on n'y est pas encore, mais c'est la prochaine étape.
Ouais. Non, pas encore. Pas encore. Alors, il y a des gens qui pensent, oui, désolé. Donc, il y a des gens qui pensent que les fichiers S sont déterminés en utilisant des algorithmes. D'accord. Pour les prêts bancaires, il y a des algorithmes qui sont utilisés effectivement pour déterminer la solvabilité d'une personne. On évalue aussi le risque en fonction de son état de santé. Est-ce que vous connaissez d'autres algorithmes? Scoreker, ça vous dit quelque chose? Donc, c'est pour évaluer la compatibilité entre un donneur et un receveur pour un organe. Donc, on utilise des algorithmes, donc des techniques automatisées pour savoir si vous allez être un bon receveur. Alors, j'ai un peu menti quand j'ai parlé des fichiers S. Effectivement, il existe une boîte noire qui surveille tout le trafic Internet en France, qui est contrôlée par la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et donc, ils nous surveillent tous pour savoir si on a prévu ou non de mener des actions terroristes. Donc, bon, fichier S, un peu quand même, d'accord? Donc, vous voyez, on commence déjà à voir des choses qui décident à notre place. Donc, on a vraiment des algorithmes qui décident à notre place. Et puis, la fin du fin, hein, alors quelqu'un mentionnait évaluer les CV, on n'y est pas encore. Mais c'est vraiment le fantasme de supprimer les fonctions RH dans toutes les entreprises et de faire ça avec des algorithmes. Et comment est-ce qu'on va nourrir cette sélection? C'est très simple. En 2029, on aura un apprentissage automatisé qui va nous fournir des données sur ce que vous êtes capable de faire ou non à l'école. Et donc, on va utiliser toutes ces données, d'accord, pour évaluer automatiquement quelle est la bonne entreprise qui va aller pour vous, quel est le bon poste, et ce que vous devez, quelle sera votre profession plus tard. Donc vous voyez là, voilà, dans le futur, il y a vraiment beaucoup de gens qui considèrent qu'en utilisant des données, on va pouvoir faire tout un tas de choses, donc que ce soit de l'apprentissage, de l'orientation, du recrutement. Et on a de la chance parce qu'on a beaucoup de données, et il faut beaucoup de puissance de calcul, et ça tombe bien, de la puissance de calcul, on en a. Non seulement on en a, mais voilà, il y a même, on a même espoir d'avoir des machines quantiques, donc qui vont vraiment, toute cette puissance de calcul va nous permettre de faire tous ces traitements sur ces données, et vraiment de décortiquer complètement votre vie. D'accord ? Alors pourquoi est-ce qu'on va complètement décortiquer votre vie? Parce que on met de l'intelligence partout, on met du numérique partout, on met des capteurs. Vous avez des home assistants, vous avez des montres connectées qui analysent tous vos mouvements, votre rythme cardiaque. Et donc, on a vraiment des masses de données qui permettent de décrire l'humain et qui vont nous permettre de faire de l'inférence, essayer de comprendre l'humain mieux que ce qu'il ne se connaît lui-même. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Il y a des bénéfices. Pourquoi est-ce qu'on veut remplacer les êtres humains quand on fait de la sélection? C'est très simple, vous devez savoir qu'en France, il y a des gens qui ont un peu plus de mal à trouver des appartements ou un travail que d'autres. D'accord ? Les êtres humains ont des biais. D'accord ? Ça peut être par rapport aux origines ethniques, ça peut être par rapport au sexe. Et en utilisant des algorithmes, on peut imaginer corriger ces biais. Donc ça, c'est vraiment des choses bénéfiques. Il y a un intérêt. Pour toutes les techniques que je vous ai mentionnées, il y a un intérêt. On peut corriger des failles de l'humain. Mais la difficulté, c'est qu'il faut du contrôle. Et les gens qui veulent faire ça, c'est principalement des sociétés privées. Et ces sociétés privées, elles se nourrissent de nos données. D'accord ? Pour vous, Google, c'est un moteur de recherche. Pour moi, Google, c'est la société qui achète des bases de données. Sans arrêt, dès que Google a l'opportunité d'acheter une base de données, elle achète des bases de données de façon massive afin d'avoir une capacité à faire de l'analyse derrière, à améliorer le ciblage qu'elle fait pour la publicité.
Donc cet état de fait, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de la surveillance. Et à l'heure actuelle, on estime que c'est un marché de 200 milliards de dollars, uniquement pour la pub en ligne. Donc c'est un marché qui a commencé à peu près en 2005, qui était à peu près évalué à 4 ou 5 milliards, et ça ne fait que progresser. Je ne vous dirai pas qu'il y a une progression exponentielle, mais c'est vraiment quelque chose qui s'accélère très très vite. Et donc le fait que ce soit des sociétés privées fait qu'on a beaucoup de mal à le contrôler, et les sociétés vont pouvoir plus ou moins faire ce qu'elles veulent. Donc ça, c'est vraiment très très angoissant. Vous avez tous entendu parler de Cambridge Analytica, du fait que eh bien, des gens qui étaient pour le non au fait que le Royaume-Uni reste dans l'Europe ont payé des informaticiens pour faire de la publicité ciblée sur Facebook afin d'essayer donc de biaiser le résultat de l'élection. Et pour ça, donc, ils ont fait du ciblage, ils ont utilisé des biais cognitifs. Donc là, on atteint vraiment des choses intéressantes parce que quand on parle de manipulation, je ne suis plus en train de parler d'attaques informatiques classiques où j'essaye de prendre le contrôle d'un ordinateur. Là, j'essaye de hacker votre cerveau. J'essaye de comprendre comment vous raisonnez pour biaiser vos raisonnements et faire des choses a priori contre votre intérêt. Alors, vous avez peut-être du mal à l'imaginer, mais il se trouve que j'enseigne aussi dans un M2 cybersécurité. Et je vais aller très vite sur cette anecdote. À la fin, les élèves, pour l'examen, doivent m'envoyer un mail. Et généralement, je convoque la moitié de mes étudiants dans mon bureau. Avant, je leur envoie un mail en leur disant il y a eu un problème sur l'envoi de l'examen. Si vous voulez pas avoir 0 à l'examen, il va falloir me donner votre login et votre mot de passe. Alors par mail, j'ai aucun de mes élèves qui me donne quoi que ce soit. Par contre, une fois qu'ils sont convoqués en face de moi, dans mon bureau, avec l'alternative, soit vous me donnez votre login et votre mot de passe, soit vous n'avez pas votre master, je vous garantis que je récupère toujours au moins 1 ou 2 logins et mots de passe. Avec des conséquences fâcheuses pour la personne, parce qu'elle va vraiment, a priori, si elle me donne son mot de passe, elle n'aura pas son master. Donc ça vous montre que ça s'appelle de l'ingénierie sociale, de la manipulation. Je suis capable, sous certaines circonstances, de vous faire faire des choses contre votre intérêt. Et toutes ces sociétés, donc que ce soit Google, Facebook, utilisent donc ce qu'on appelle des dark patterns pour vous manipuler, pour vous faire accepter des choses, avec une contrepartie, l'utilisation d'un réseau social ou d'une boîte mail. Alors, je peux avoir l'air d'un oiseau de mauvais augure. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui. L'Union européenne a créé des lois, donc le RGPD, Réglementation générale sur la protection des données personnelles, qui commence à nous fournir des outils pour pouvoir lutter contre ces sociétés privées, essayer de comprendre exactement ce qu'elles font avec nos données. Et donc ça, on a commencé depuis mai 2018. Et donc c'est vraiment une guerre entre les chercheurs et les sociétés qui utilisent nos données. La deuxième piste, c'est l'éducation. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'il y a une loi qui nous protège qu'il faut compter là-dessus. Il faut avoir une bonne hygiène informatique pour essayer de minimiser l'impact que peuvent avoir ces sociétés et toutes ces techniques de manipulation sur nous. Et puis, il y a la science, qui est qu'on a conçu Internet avec beaucoup d'espoir, en étant très positif, et malheureusement, en étant très positif, on a oublié plein de choses, et un des buts essentiels au départ d'Internet, c'était le fait qu'on puisse échanger de façon anonyme. D'accord ? Ça, on l'a complètement perdu de vue pour plein de questions de développement. Et donc, ça veut dire recommencer la conception du réseau pour qu'on en ait une meilleure compréhension des décisions des algorithmes, et puis qu'on soit capable de mettre les entreprises face à leurs responsabilités. Voilà à peu près, j'ai respecté mes 20 minutes. Je te laisse. Merci beaucoup, merci d'être là, merci pour l'invitation. Alors,
moi, je vais parler effectivement des aspects plutôt environnementaux. Je vais me présenter très rapidement pour dire un petit peu d'où je parle. Donc moi, je suis philosophe de formation. J'ai fait ma thèse en philosophie sur l'architecture du web, donc thèse de philosophie sur l'architecture du web. Donc j'aime vraiment l'architecture du web pour ça. Et j'ai fait pas mal de choses, notamment dans le domaine du web sémantique, donc une certaine version, on va dire, de l'intelligence artificielle symbolique. Et j'ai notamment été chercheur chez INRIA. En vrai, on dit chez INRIA, mais parce que c'est plus à l'INRIA, parce que c'est une marque, en fait, INRIA, comme on dit chez Microsoft ou chez Google. Mais ça, voilà, c'est une certaine évolution de la recherche contemporaine, on va dire. Et du coup, j'ai été le premier philosophe embauché chez INRIA, et vous verrez pourquoi, à l'issue de mon intervention, peut-être le dernier. Vous comprendrez peut-être en fonction de thématiques que je développe ici. Voilà, et je m'intéresse à la question de l'avenir du numérique depuis maintenant à peu près 5 ans. Dans la mesure où, quand je suis arrivé chez INRIA en 2014, je me suis posé la question de mon projet de recherche dans cet institut. Le sous-titre d'INRIA, c'est « Les inventeurs du monde numérique ». Ça fait toujours très plaisir au CNRS quand INRIA écrit ça. Mais disons que moi, je connaissais beaucoup les travaux sur l'Anthropocène. Je ne sais pas si l'Anthropocène, vous voyez, cette nouvelle époque géologique dans laquelle nous sommes, marquée par les conséquences de l'activité humaine et industrielle, avec le dérèglement climatique au sens large qui s'ensuit. Et donc mon idée, c'était de dire comment on confronte finalement l'avenir décrit par exemple par les climatologues et l'avenir décrit par les numériciens. Et effectivement, ça ne se ressemble pas trop. On a un avenir d'un côté qui est fait de smart city, de milliards ou de centaines de milliards plutôt, voire plus, centaines de milliards, ça c'est l'horizon 2030-2040, mais donc beaucoup plus d'objets connectés, des mélanges entre objets connectés, Internet, donc Internet des objets, blockchain, intelligence artificielle, etc., etc. Bon, tout ça est assez fascinant de travailler là-dessus, mais ça ne ressemble pas vraiment à ce que décrit par exemple le GIEC ou à ce que décrivent les études plutôt sur le climat. Et donc j'ai essayé de penser ensemble, de resynchroniser finalement ces futurs divergents. Donc ça, c'est ce que je fais depuis 5 ans, donc notamment aussi dans le cadre du GDS Ecoinfo, groupement de services du CNRS Ecoinfo, qui réfléchit à l'impact du numérique depuis maintenant pas mal d'années et qui vise à amener cette réflexion au sein des équipes de recherche. Donc là, je vais vous faire une présentation où j'essaie de réfléchir à... Voilà. Non pas présenter des chiffres. Alors si vous vous intéressez aux chiffres, j'ai été un des contributeurs du rapport du Shift Project, le think tank dont s'occupe Jean-Marc Jancovici, intitulé « Pour une sobriété numérique », qui est sorti, le rapport est sorti fin 2018, donc je vous y renvoie si ça vous intéresse. Là, je vais plutôt essayer de réfléchir en termes de tendance. Les chiffres, on peut toujours les attaquer, questionner la méthodologie de recueil des données, etc. Mais au-delà des chiffres, disons qu'il y a des grandes tendances, et là c'est plus difficile de contrer ces tendances-là que des chiffres ponctuels. Donc c'est plutôt sur ces tendances qu'aujourd'hui je vais essayer d'insister. Quand on a des chiffres, on s'attend à avoir des prédictions, dire alors où va en être le numérique en 2030, etc., etc. Quand on présente des tendances, des grandes tendances, on parle plutôt de scénarios et se faisant derrière ensuite de recommandations. Donc l'idée, ce n'est pas de dire voilà quel va être l'état du numérique à telle ou telle date. L'idée, c'est plutôt de dire en fonction des paramètres que je vais présenter, voilà peut-être plutôt ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Donc j'ai dit chiffrer c'est important, mais on peut remettre en cause la méthodologie, le recueil de données, etc. Et donc je vais plutôt essayer ici de proposer donc des tendances au long cours et les raisons qui les expliquent, notamment parce que ça se prête moins à des réfutations que j'appellerais solutionnistes ponctuelles, c'est-à-dire en disant mais sur tel point peut-être qu'on va trouver une solution, peut-être qu'il y aura une découverte technologique qui va permettre de, etc., etc. Mais en général, ces solutions-là sont très ponctuelles et ne pèsent pas forcément très lourd lorsqu'on met en évidence toutes les tendances aujourd'hui du numérique. Alors, parmi les tendances que j'identifie, une première tendance actuelle, c'est la tendance des limites physiques, que je vais illustrer d'un exemple. On pourra évidemment développer ce point bien davantage. Limites physiques, donc le fait notamment que l'efficacité énergétique du numérique, donc le fait
en dépensant la même quantité d'énergie aujourd'hui qu'hier, d'arriver aujourd'hui à faire plus de calculs qu'hier, donc avoir des outils qui sont plus efficients, dépend notamment avec la loi de Moore, avec la loi de Koumi et d'autres lois, je n'y reviens pas ici, je ne rentre pas dans les détails techniques, permettent donc d'accroître l'efficacité énergétique parce que les transistors étant de plus en plus petits, on peut en mettre davantage dans un microprocesseur et donc nos outils, nos dispositifs sont de plus en plus puissants. Le problème, c'est que pour continuer sur cette lancée-là, aujourd'hui, un transistor, c'est quoi? C'est une dizaine d'atomes. Demain, il ne va pas faire mon transistor moins 10 atomes, moins 20 atomes, etc. Ce qu'il faudrait évidemment pour continuer la courbe telle qu'on la voit ici. Parce qu'à un moment donné, on va arriver à 0, là, ça va être difficile de passer au négatif. Déjà qu'à 3, visiblement, il y a une loi de Feynman qui nous dit qu'il faudrait passer à 1, mais dans ce cas, c'est d'autres technologies. Et en plus, comme ça devient de plus en plus petit, il y a d'autres problèmes physiques, notamment la dissipation de la chaleur, puisque le volume est trop petit pour que les surfaces soient suffisamment grandes pour dissiper facilement la chaleur. Donc, on a de plus en plus de problèmes, et des problèmes physiques concrets qui font que l'industrie numérique, les fabricants notamment de microprocesseurs, commencent d'ores et déjà à s'y heurter de manière tout à fait évidente. Et c'est une industrie, pour le coup, ça c'est de la high-tech. C'est des usines pour fabriquer les microprocesseurs qui coûtent 6-7 milliards de dollars. C'est vraiment du tout automatisé, de la high-tech, etc. Une autre tendance de fond, c'est l'effet rebond. Alors j'ai parlé d'efficacité énergétique due à la miniaturisation, mais le principe c'est d'économiser pour économiser. Or, le problème, c'est qu'on sait depuis la révolution industrielle que plus on économise, plus on dépense. Ce qui est évidemment un petit peu contre-intuitif, mais l'histoire, elle est simple. C'est l'histoire de Jevons, un économiste britannique, qui voyait bien qui constatait que les ingénieurs anglais, au moment de la révolution industrielle, posaient le fait que pour que la révolution industrielle dure, il fallait économiser le charbon. D'accord ? Et Jevons a prédit que si on économisait, on allait dépenser plus. C'est ce qu'on a appelé l'effet rebond. Et l'effet rebond, c'est un effet qui s'est vérifié depuis en économisant, en rendant un processus, un outil, un dispositif plus efficient. En fait, on va, par un effet qu'on n'a pas forcément maîtrisé, l'utiliser davantage. Un produit, par exemple, va coûter moins cher, donc on aura plus d'argent du point de vue des consommateurs pour acheter davantage de produits. On aura des processus plus efficaces du point de vue du constructeur pour économiser d'un côté et mettre de nouveaux produits sur le marché ou en vendre davantage. Etc. Ou alors, ça c'est l'effet systémique, on a un processus qui est plus efficace, donc on vend notre produit, on a plus d'argent à côté pour faire de la R&D et avec les recherches qu'on lance, on met en place une nouvelle filière industrielle, etc., etc. Du coup, en fait, quel que soit l'angle par lequel on prenne les choses, du point de vue du consommateur, du produit ou sous un angle plus systémique, et on peut faire évidemment varier les exemples à loisir, plus on économise, plus on dépense. Et c'est vrai pour le numérique. Maintenant, les outils numériques sont beaucoup plus efficients qu'il y a des années, sauf que de ce fait, on les utilise tellement plus que la dépense globale, brute, elle, continue d'augmenter année après année. Donc il n'y a pas d'économie de ce point de vue-là. Ça, c'est l'effet rebond, et à moins de légiférer de manière très très forte, on ne sait pas le maîtriser. Et ça fait plus de 200 ans que c'est le cas. Du point de vue des métaux, on a aussi des tendances. Alors là, il y a évidemment beaucoup de controverses. Je ne parlerai pas de métaux rares, parce que métaux rares, ça ne veut pas dire grand-chose. Les métaux ne seront jamais rares, puisque quand on ne pourra plus aller les chercher, il y en aura toujours. Donc en fait, le problème de la rareté ne se posera jamais, ce qui ne veut pas dire qu'on pourra toujours aller les chercher. Donc la question, c'est celle de l'accessibilité, en réalité, des métaux qui se pose. Là, je prends des travaux qui ont été menés au sein du LID, le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, notamment un physicien qui s'appelle José Alloy, qui reprend notamment des travaux de géologues et qui essaye à partir de là d'extrapoler quant au moment où, en fonction de différents calculs, alors exponentiels, pic ou logistique, c'est des courbes différentes, et bien le moment où des métaux vont être difficilement accessibles. Je vous laisse regarder. Alors les métaux ici sont indiqués en anglais. Je pense que c'est lisible et compréhensible quand même. Vous allez voir que pour l'immense majorité des métaux, il y a un problème qui se pose avant la fin du siècle, notamment pour le cuivre. Et ça, c'est un gros souci parce que le cuivre, on en a besoin pour plein de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez des gens qui volent les fils de cuivre sur les voies de chemin de fer, parce qu'on peut le revendre aujourd'hui au noir, parce qu'il y a un marché noir du cuivre dû au stress sur la ressource, notamment. Donc là, on a des petits soucis, même s'il y a évidemment controverse sur ces chiffres, mais bon, c'est quand même un indicateur intéressant.
Par ailleurs, ce qu'il faut comprendre pour le numérique, c'est que les outils qu'on utilise, les métaux qu'on utilise pour fabriquer les dispositifs numériques sont des métaux qu'on ne va pas chercher directement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des métaux primaires, mais ce qu'on appelle des métaux secondaires. Donc il n'y a pas de mines de germanium, de gallium, de silicium, etc., etc. Il y a des mines de cuivre, de plomb, de zinc, d'aluminium, etc., etc. Donc de métaux primaires. Et en allant chercher ces métaux primaires, on trouve aussi de manière plus dispersée des métaux secondaires. Mais on ne va pas chercher directement les mines de métaux secondaires. Donc si on factorise le fait que demain, par exemple, les mines de cuivre pourraient être fermées, imaginons qu'il y ait un problème d'accessibilité du cuivre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cuivre sur Terre, hein, c'est deux choses différentes. Imaginons que demain, il n'y ait plus de mines de cuivre, et bien ça veut dire que tous les métaux secondaires qu'on allait chercher en allant exploiter les mines de cuivre ne seraient plus disponibles. Économiquement, ce ne serait pas du tout faisable, rentable. Et au-delà de la rentabilité, même faisable. Par ailleurs, un autre élément que je n'ai pas factorisé tout à l'heure, c'est que si demain le cuivre tombe, et bien en fait, ce qui n'est pas pris en compte dans la figure que j'ai montrée précédemment, si demain le cuivre n'est plus disponible, tous les métaux pour lesquels on a besoin de cuivre pour aller les chercher ont un stress supplémentaire. Et il y a d'autres métaux qui tombent, et là, ils tombent tous les uns après les autres comme des dominos. Et ça, on ne l'a pas encore calculé, mais on sait que c'est un effet quand même très concret. Donc il faut voir ça pas forcément comme des estimations pessimistes. Pardon. Ça, c'est également l'impact en termes de budget énergétique d'équivalent pétrole, de millions d'équivalents pétrole de l'industrie minière qui, à elle seule, au niveau mondial, représente un quart de l'énergie que consomme l'Union européenne. Et vous voyez la dynamique, ce n'est pas une dynamique très compatible avec nos budgets carbone, cette dynamique de la consommation de l'industrie minière qui est en augmentation très forte depuis notamment les années 2000 et même extrêmement forte. Donc là encore, petit souci. Si on veut résumer ce point-là, on peut dire qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de matériaux bruts, entre guillemets, pour produire de l'énergie. Parce qu'avant, on trouvait du pétrole en tapant dans le sol américain, ça sortait. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, les gisements aujourd'hui, les taux de découverte de gisements ont largement chuté au cours, je crois que c'est à peu près 5% de ce que c'était en 1980. Donc c'est pas beaucoup en fait. Voilà. On a une énergie qui est aujourd'hui donc moins accessible parce que ça coûte plus cher. L'extraction en même temps de matériaux bruts demande plus d'énergie et les minerais sont de moins en moins concentrés. Donc on a besoin, etc., etc. Donc en fait c'est un cercle vicieux. Ce sont des éléments qui vont très bien les uns avec les autres, mais dans le mauvais sens. Dit autrement, le taux de retour énergétique du système énergétique, donc taux de retour énergétique, j'investis 1 baril, j'en obtiens combien? Au début du siècle, on estime que j'investissais 1 baril de pétrole, j'en obtenais 100. Donc taux de retour énergétique 99. Aujourd'hui, il serait tombé à 10 ou 20. C'est moins bien. Donc le taux de retour énergétique a diminué, la demande en métaux augmente du fait notamment du numérique, du fait qu'on a besoin de plus de métaux pour aller chercher l'énergie, etc., etc. Il y a une augmentation du coût énergétique associé à l'extraction des métaux et il y a une augmentation de la demande énergétique. Donc tout ça, encore une fois, ne va pas bien ensemble. Alors, il y a d'autres tendances qui sont des tendances, cette fois-ci, plutôt temporelles. Le facteur temps est un facteur immensément important sur lequel j'aime bien insister. Vous allez voir pourquoi à travers quelques exemples que j'ai choisis. Du point de vue de la question, c'est est-ce qu'on a le temps en fait pour agir? Est-ce que le temps actuel finalement est un temps qui se prête à l'action ou alors c'est un temps qui problématise, qui dramatise la question de l'action et de l'action à entreprendre par rapport aux problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui? Il y a une étude du MIT qui était sortie il n'y a pas très longtemps, quelques années à peine, qui montrait qu'au rythme actuel, la transition énergétique allait prendre 363 ans. 363 ans, c'est un peu long par rapport aux impératifs qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, petit souci. D'un autre côté, si on cherche à accélérer, là je prends l'exemple des panneaux solaires, si par exemple on veut
investir dans les panneaux solaires et accélérer très fortement. Je prends les panneaux solaires parce que une partie des matériaux qui sont nécessaires pour fabriquer les panneaux solaires sont les mêmes que pour fabriquer le numérique. Mais c'est l'exemple ici qui est intéressant. Si on veut investir dans les panneaux solaires, alors on peut se dire il faut le faire tout de suite. Le problème, c'est qu'au-delà d'une hausse de 12% du secteur par an, eh bien, le calcul au plan énergétique devient négatif. On n'économise pas du carbone, on commence à en dépenser. Donc, c'est-à-dire que si on continue au rythme actuel, la transition est beaucoup trop lente, mais en même temps, si on accélère, eh bien, on gâche les dernières années au cours desquelles il ne faut pas rejeter du carbone dans l'atmosphère, c'est-à-dire les années dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et donc, si on accélère, ça ne va pas non plus. Donc, continuer au rythme actuel, ça ne va pas, accélérer, ça ne va pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie question. Je prends un exemple ici, alors rapide, parce qu'il est assez rigolo. Quand on parle de l'Internet des objets, on nous dit, alors je prends une interview d'un chercheur NRIA, parce que j'aime bien cette interview, donc j'ai rien contre NRIA, hein, mais elle était assez drôle, donc vous la trouvez en bas de mon... Voilà, elle est là. Une interview d'un chercheur NRIA qui, il y a 1 ou 2 ans, expliquait que chaque centimètre carré sur Terre serait connecté. Producteur de données, donc lié à un senseur avec un S au sens de l'IoT, au sens de l'Internet des objets. Chaque centimètre carré sur Terre serait connecté par l'Internet des objets. Pourquoi pas? Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais pour les raisons qui ont été mentionnées précédemment, mais après tout, pourquoi pas? Et il ajoutait quand même à la fin de son intervention, mais pour faire ça, il va falloir qu'on construise des centaines de centrales nucléaires. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'état des constructeurs de centrales nucléaires aujourd'hui ou la réaction du gouvernement quand le PDG d'EDF a annoncé qu'il allait construire, je crois, 6 centrales dans pas longtemps. Elle n'a pas été très, très positive. Du coup, moi, il faut me montrer le business model de comment on construit aujourd'hui des centaines de centrales nucléaires, sachant que donc il y a une recherche qui produit des objets qui doivent fonctionner avec des centaines de centrales nucléaires, mais on n'a aucune idée de comment on construit ces centaines de centrales nucléaires, mais on fait quand même cette recherche. Donc sans le business model qui va avec. C'est quand même un petit peu problématique. Par ailleurs, on pourra me dire, mais il y a la question de la fusion. Il y a un rapport d'Eurofusion, la fusion nucléaire, donc qui pourrait donner une énergie infinie, propre, etc. C'est intéressant quand on regarde, parce qu'il y a un rapport l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus, d'Eurofusion qui a été dévoilé. Eurofusion, c'est l'organisme au niveau européen qui s'occupe de la fusion nucléaire. Et il disait, il faut vite qu'on se dépêche de montrer qu'il y aura des prototypes pour la fusion nucléaire aux alentours de 2050, 2053, 2054, qui vont pouvoir ensuite être exploités au niveau industriel 40 ans plus tard, donc 2093, 2094. Je ne sais pas si ça nous laisse le temps de résoudre notre problème climatique, d'avoir une énergie propre en 2094, mais il ajoutait, il faut vraiment qu'on se dépêche donc de montrer qu'on aura ces prototypes, parce qu'autrement, peut-être qu'en 2050, il n'y aura plus d'industrie nucléaire. Du coup, là encore, c'est intéressant parce que c'est un raisonnement d'ingénieur, hein, il pose les choses vraiment sur la table, mais ce n'est pas forcément très rassurant par rapport à d'autres prédictions sur lesquelles on table pour développer tous ces outils. Et là encore, hein, ce n'est pas des gens qui sont contre le nucléaire, ce sont les gens qui travaillent pour ces organismes nucléaires. Il y a un designer australien que j'aime beaucoup qui s'appelle Tony Fry. Et Tony Fry propose un concept qui est le concept de défuturation pour qualifier la situation actuelle. Il explique, selon lui, le design, c'est quelque chose qui n'est pas fait que par les designers, mais le designer, c'est produire un futur habitable, un futur vivable. D'accord ? Et il explique qu'aujourd'hui, le design, mais l'industrie, la technologie, etc., font l'inverse de ça et produisent des futurs qui ne sont plus habitables, qui sont problématiques. Je renvoie à ce que je disais sur l'Anthropocène au début. Et donc, il appelle ça la défuturation. On ne produit plus de futuration. Aujourd'hui, on produit clairement de la défuturation. Et c'est vrai, quand on y réfléchit, en fait, on comprend vite que ce qu'on appelle innovation aujourd'hui, notamment dans le domaine du numérique, est assez problématique dans la mesure où, si je reprends l'exemple des objets connectés, les objets connectés, c'est l'informatique ambiante, c'est Mark Weiser dans les années 80, donc c'est quelque chose qui aujourd'hui a près de 40 ans. Et quand les objets connectés ont été pour la première fois évoqués, on n'avait pas forcément en tête l'Anthropocène, le changement climatique. Certaines personnes en parlaient, il y avait le rapport Meadows qui existait déjà, etc. Mais ce n'était quand même pas aussi prégnant qu'aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il a fallu 40 ans finalement pour amener cette évolution et que les industriels amènent cette évolution et fassent travailler les chercheurs dessus. Et aujourd'hui, au moment où cette évolution est mûre, eh bien, d'une certaine manière, elle est déjà obsolète. Et une grande partie des innovations
qui arrivent aujourd'hui sont des innovations d'ores et déjà obsolètes parce que plus du tout adaptées au monde dans lequel nous entrons. Ce qui là encore est un paradoxe. Paradoxe d'une innovation obsolète. Une innovation déjà dépassée au moment où elle apparaît. Inadaptée au contexte qui est le nôtre désormais. Il n'y a pas de raison qu'elle soit adaptée en fait, si on réfléchit. Si je prends deux courbes pour vous montrer un petit peu les choses, la première courbe que vous voyez en haut, c'est la courbe des engagements d'un pays comme la France. Donc c'est le budget carbone qui doit être le nôtre dans les années à venir. Donc vous voyez un peu la tendance. C'est les engagements que la France a pris. Donc la tendance, c'est à diminuer notre budget carbone de manière radicale dans les années à venir. Vous voyez deux courbes parce que la deuxième courbe, c'est une courbe qui représente le fait de ne pas prendre nos engagements immédiatement et d'attendre, ce qui veut dire prendre des engagements d'autant plus drastiques quand il va falloir vraiment passer à l'action. Peut-être que ce sera impossible parce que justement ce sera tellement drastique que ce sera trop problématique. Parce que déjà aujourd'hui, l'effort est monstrueux. Là encore, ce n'est pas des courbes de Bitnik, ce n'est pas moi qui montre ça, c'est les engagements du gouvernement français. D'accord ? De l'autre côté, vous avez la dépense en termes de gaz à effet de serre du numérique chaque année. Et les tendances, et vous voyez que le numérique, donc c'est la courbe la plus élevée à la fin, donc c'est celle qui augmente le plus, sachant que la dépense énergétique du numérique au plan annuel est de 9% par an. Le numérique, c'est un secteur qui croît de 9% par an en termes de dépenses énergétiques annuelles. 9% par an, il y a peu de choses qui ont une telle croissance aujourd'hui. C'est au niveau de l'aviation. Ça va dépasser très rapidement vers 2025 l'automobile, etc., etc. Donc le numérique, c'est pas du tout, vous le savez, hein, je n'ai pas besoin d'y revenir, je pense, mais c'est pas du tout virtuel, c'est pas dématérialisé, au contraire. Donc comment est-ce qu'on réconcilie les deux courbes ? Ben, moi, je ne sais pas, mais je crois que le gouvernement français non plus. Alors, il y a des possibilités d'agir dans le domaine de la recherche. Le fait par exemple de passer de l'électronique à la photonique, donc plus basé sur les électrons mais sur les photons. L'ordinateur quantique, mais l'ordinateur quantique pour fonctionner, il a besoin de fonctionner dans un gros réfrigérateur, donc ce n'est pas forcément en termes énergétiques le meilleur. Le biomimétisme, le neuromorphisme, copier les machines vivantes qui, elles, ont une efficacité énergétique d'une certaine façon bien meilleure, qui ont peut-être de moins bonnes performances, mais pour donner un exemple d'ordre de grandeur, AlphaGo qui a battu l'Isidol, donc la première machine qui a battu le joueur coréen de Go, consomme en 9,7 jours, je crois, ce que l'Isidol consomme en 34 ans. Donc oui, la machine a gagné, mais est-ce que c'est vraiment un progrès ou voilà, surtout que l'Isidol a gagné une manche contre la machine. Donc, est-ce que ce petit delta qui fait que la machine est meilleure vaut la peine, sachant qu'elle est beaucoup moins efficace au plan énergétique ? On peut imaginer de nouvelles architectures, bon, j'y reviens pas, mais le calcul adiabatique, je trouve ça particulièrement amusant, de nouvelles logiques, de nouveaux langages, de nouveaux matériaux. On a essayé des microprocesseurs avec base carbone plutôt que base silicium. Le problème, c'est que là encore, est-ce qu'on a le temps de faire ça et de basculer vers une nouvelle informatique ? J'en suis pas sûr. Surtout que toutes ces pistes en plus ouvrent des possibilités différentes. Du coup, là encore, est-ce qu'on a la possibilité d'absorber autant de futurs ? Pas certain. Alors, je vais très rapidement donner des exemples d'autres manières de faire du numérique qui existent déjà aujourd'hui et qui dessinent concrètement d'autres futurs. La première, c'est, vous vous souvenez que cette année, je crois qu'on fête le 50e anniversaire d'Internet. Ce n'est pas la réjouissance monstrueuse. L'année dernière, c'était le 30e anniversaire du web. Ce n'était pas non plus la super teuf. Et Tim Berners-Lee, voilà, comme chaque année, il revient et dit voilà, maintenant le web, c'est beaucoup moins bien qu'au début, ce qui a été dit un petit peu tout à l'heure. Donc il faut le web we want, revenir au web d'origine, revenir aux valeurs d'origine du web contre les oligopoles qui existent aujourd'hui. Il y a un côté un peu rétro-futuriste. En 2015-2016, moi j'avais proposé de confronter cette question du web we want, le web qu'on veut avoir, en se donnant tous les moyens pour l'avoir, à la question plutôt aussi environnementale, en disant demain peut-être qu'on n'aura pas exactement le web we want, Netflix puissance 10, mais peut-être qu'il faudra penser au web we can afford, c'est-à-dire le web qu'on peut se permettre d'avoir, qu'on pourra se permettre d'avoir dans des conditions d'habitabilité de la Terre, qui auront largement changé. Donc d'ailleurs, vous pouvez rejoindre le groupe, c'est un groupe du W3C, le World Wide Web Consortium, voilà, si vous voulez en savoir plus.
Parmi d'autres initiatives que je trouve intéressantes, il y a une initiative qui s'intitule Downscaling the Web qui permet de faire du web sans Internet. J'y reviens pas, si vous avez des questions après, mais bon, j'imagine que vous êtes fort en technique. Du web sans Internet, c'est assez rigolo. Même là, c'est du web sémantique sans Internet, dans des endroits où il n'y a pas forcément d'infrastructure Internet. D'autres possibilités, comme ici, c'est l'exemple du Low-Tech Magazine qui propose un site web intermittent qui est alimenté par des panneaux solaires. Donc quand il n'y a pas de soleil, le site web n'est pas accessible, tout simplement. Autre possibilité, faire des sites hors ligne. Donc là, c'est un exemple de sites qui fonctionnent hors ligne, donc des technologies qui sont nécessaires pour les fabriquer. Donc ça peut être intéressant aussi, pas besoin de connexion dans ce cas-là. On se met à plusieurs sur un écran et puis on regarde le site. Le sneakernet, c'est quelque chose qui est pratiqué notamment, alors ça a été beaucoup pratiqué à Cuba ou en Corée du Nord, parce que les gens s'échangeaient de l'information de la main à la main via des clés USB. Et donc c'est un web qui navigue de la main à la main. Et sneaker, pourquoi? Parce que sneaker, c'est les chaussures. Alors cette fois-ci, j'ai pas de sneaker, mais ça ressemble plus à ça. Et encore, c'est plutôt des gazelles, genre Adidas, hein, ça les sneakers. Donc on se déplace avec ses petits pieds et puis on transmet l'information à la vitesse du déplacement. C'est ça le sneakernet. Et puis vous avez d'autres possibilités, comme ici à Détroit, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a certaines communautés auxquelles les fournisseurs d'accès ne donnent pas forcément accès parce qu'ils considèrent que ce n'est pas rentable. Et donc, notamment à Détroit, qui est une ville effondrée aux États-Unis, vous savez peut-être, eh bien, en 2011 et depuis, il y a des exemples de systèmes d'Internet communautaires qui ont été mis en place en marge de l'Internet traditionnel, qui déploie des réseaux mesh, en l'occurrence, pour ceux qui connaissent. Alors, dans le domaine de la recherche, il y a plein de pistes. Vous pourrez retrouver mes slides, donc je n'ai pas besoin de les énumérer ici, mais il y a plein de gens qui commencent à réfléchir à cette question d'avenir du numérique. Donc, Crisis Informatics, il y a des gens à l'Université de Californie qui réfléchissent aussi au Collapse Informatics. Le Minimal Computing, c'était l'exemple des sites, notamment des sites web qui n'ont pas besoin de connexion, etc., etc. Enfin, vous avez pas mal d'exemples aujourd'hui qui sont assez intéressants. Une autre tendance très importante, j'ai bientôt fini, c'est pourquoi ces technologies, par ailleurs, posent problème. Parce qu'elles sont l'illustration de ce que donc, José Alloy, un physicien que j'ai mentionné précédemment, appelle d'une expression que j'aime bien, des technologies zombies. Le numérique, c'est l'exemple même de la technologie zombie, par opposition aux technologies vivantes. Les technologies vivantes étant inscrites dans des cycles biogéochimiques, alors que les technologies zombies, eh bien, vous allez le voir, répondent à un certain nombre de caractéristiques. La technologie zombie, c'est une technologie qui s'appuie sur des ressources finies. Donc même si les ressources ne sont pas rares, il y a quand même la question de l'accessibilité du stock qui se pose. À un moment donné ou à un autre, ça peut être à très long terme ou à moins long terme, mais quand même s'appuyer sur un stock non renouvelable, ce n'est pas forcément la chose la plus maligne. Deuxième point, c'est d'avoir une durabilité en état de marche qui est minimale. Voilà. Si ça dure 1 an, c'est quand même, par rapport à l'investissement nécessaire pour fabriquer un truc comme ça, c'est un peu dommage. Et à l'inverse, une durée de vie à l'état de déchet maximale. Pareil, ça c'est une durée de vie à l'état de déchet qui est maximale, mais de la même manière qu'une bouteille de plastique, etc. Bouteille de plastique, ça dure combien de temps? Le temps de boire de l'eau qui est dedans. Alors avant, il faut la fabriquer, etc. Mais le temps de l'utiliser, c'est quoi? C'est quelques heures ou quelques minutes. Et ensuite, c'est des centaines de milliers d'années dans l'environnement. Une technologie vivante, c'est une technologie qui s'appuie sur des ressources renouvelables, donc sur une durabilité forte, qui a une durabilité en état de marche qui est maximale, qui est réparable, etc. Et qui a une durée de vie sous forme de déchets qui est minimale. Donc tout l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord ? Sachant que cette question est orthogonale par rapport à la question du low-tech. On peut faire du low-tech zombie sans souci. D'accord ? Le Fairphone, ça pourrait être un exemple de low-tech zombie. Ça reste une technologie zombie, mais version low-tech. Une voiture low-tech, ça reste de la technologie zombie, mais en version low-tech. Donc c'est deux conceptualités différentes. Hop. Voilà. Et là, pour le coup, ça nous confronte à des enjeux essentiels, c'est-à-dire des questions, des tendances qui sont non corrélées à des usages et non compensables sur le long terme. Donc là, l'enjeu solutionniste, finalement, la répartie solutionniste est moins effective face à cette distinction. Alors, je ne vais pas développer ce point-là, c'est l'idée de commun négatif, de traiter le numérique demain comme un commun négatif. Donc peut-être si vous me posez la question, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, eh ben, je vous répondrai et je présenterai ce levier-là.
que j'ai présenté il y a pas longtemps. Et en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, les futurs sont multiples et asynchrones. Entre le futur qu'imaginent les informaticiens et le futur des climatologues, ce n'est pas la même chose. Et en français, on a l'avantage d'avoir deux mots pour parler du futur et de l'avenir, le futur et l'avenir. Le futur, c'est ce qu'on projette. Donc aujourd'hui, on projette plein de choses dans des sens différents, des milliards d'objets connectés, des milliards de centrales nucléaires pour les faire fonctionner, etc. etc. Et l'avenir, c'est ce qui arrive. L'avenir, c'est ce qui nous arrive dessus. Et donc, ici, dans cette perspective-là, dans tous les cas, l'avenir, c'est ce qui va synchroniser ces futurs divergents à un moment ou à un autre. La question, c'est est-ce que cette synchronisation sera plus ou moins brutale? Et l'enjeu, c'est d'éviter qu'elle soit brutale, trop brutale. Ce qui est difficile à comprendre aussi, c'est que nos révolutions sont peut-être temporaires. On parle beaucoup de révolution numérique. Alors, on parle aussi de nouvelles technologies, alors que c'est des technologies qui datent d'après la Seconde Guerre mondiale. Il faut faire attention au vocabulaire qu'on emploie. Mais même s'il y avait une révolution numérique, et effectivement, on parle de transition numérique, etc., etc., peut-être ce qui est compliqué à comprendre aujourd'hui, c'est que peut-être la révolution numérique est une révolution avortée. C'est une révolution qui peut-être n'ira pas à son terme. D'accord ? Pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus difficile à penser. Parce que déjà que ce qui nous bouscule, c'est le numérique. Alors si on nous dit qu'en plus le numérique ne va pas aller à son terme, ne va pas répondre à ce déploiement attendu, là effectivement c'est beaucoup plus difficile à penser. Donc c'est peut-être aussi la fin du progrès linéaire et cumulatif. Et pour finir, je dirais, nos technologies, nos infrastructures, nos moyens de recherche ne sont pas durables, mais ils sont là. Et la question aujourd'hui, c'est à quoi les employer avant que les effets du nouvel âge, l'anthropocène, ne se fassent pleinement sentir. Et si vous voulez en savoir plus sur quelques-unes des propositions, je ne parle pas de solutions, parce que entrer dans une nouvelle ère géologique, ce n'est pas faire face à un problème qu'on peut résoudre, c'est entrer dans une nouvelle époque. C'est entrer dans une nouvelle époque géologique. Une époque géologique, ça n'est pas un problème. On attend d'être résolu par des ingénieurs, des scientifiques, de la technologie. C'est autre chose. C'est un autre mode d'habitabilité sur Terre. Donc si vous voulez avoir quelques pistes sur des propositions qu'on fait dans le cadre d'un projet qui s'appelle le Closing Worlds, vous pouvez aller sur notre site, puis on peut en reparler. Ce n'est pas des solutions, ce sont des propositions. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc du coup, la Ligue d'enseignement de la Loire, c'est une association d'éducation populaire, donc qui est proche de l'école d'une manière générale et qui va avoir comme projet associatif, on va dire, la formation du citoyen tout au long de la vie. Et la raison de ma présence ce soir, c'est parce que justement spécifiquement, on s'intéresse à toutes les questions qui viennent de vous être présentées sur les enjeux de compatibilité qu'il y a entre les prospectives d'évolution du numérique et les enjeux environnementaux, et comment tout ça, à un moment donné, se rentre, on va dire, peuvent rentrer en collision. Voilà, donc on travaille sur des outils pédagogiques pour parler de ça avec des gens comme vous, mais de tout âge aussi. Et moi, donc, bonjour à tous. Je fais partie de l'association Allolis, qui est l'association, une des associations stéphanoises pour la promotion du logiciel libre. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un logiciel libre? Oui, oui, non. Si vous ne savez pas, vous demandez à votre copain à côté. Et voilà, sur Saint-Étienne, on a implanté sur Saint-Étienne. Et c'est une association qui a 15 ans d'existence. Et c'est une association, entre autres, qui, en dehors de promouvoir le logiciel libre, fait aussi de la formation sur le numérique en général, que ce soit les données privées, se servir de tel ou tel logiciel, ou aussi tout ce qui est hébergement de données locales, parce qu'on est aussi on fait partie du collectif Chaton, qui est un collectif qui a été lancé par une association qui s'appelle Framasoft. Et donc, on héberge à Saint-Étienne tout un tas de services numériques qu'on pourrait dire équivalents des services Google et compagnie, sauf que vos données ne sont pas exploitées à des fins commerciales et vos mails ne font pas 3 fois le tour du monde avant d'arriver jusqu'à nos serveurs. Voilà. Très bien, merci. C'est un peu pour ça que je voulais cette diversité de profils, c'est pour voir finalement il y a des possibilités très concrètes de s'emparer de ces questions-là une fois qu'on en a conscience. Et justement, juste avant de passer la parole à l'assistance, je voulais savoir si vous pouviez nous dire en quelques mots, une fois qu'on a pris conscience de ces problématiques-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir concrètement?
Qu'est-ce qu'on met en place au quotidien en tant qu'utilisateur ou utilisatrice des outils numériques? Je vais jeter un petit pavé dans la mare pour commencer. J'ai dit que c'était compliqué de penser l'action aujourd'hui. La question, c'est pourquoi le penser en tant qu'utilisateur ou qu'utilisatrice au niveau individuel. Je vais prendre un exemple des problèmes qu'induit le numérique, qui ne sont pas que des problèmes individuels. Là, il y a des expérimentations pour que la carte vitale, donc l'accès aux soins derrière, soit dématérialisé à l'avenir et qu'il soit nécessaire d'avoir un smartphone pour accéder à sa carte vitale. Moi, ça me pose problème de devoir acheter un Samsung pour accéder à mes soins les plus fondamentaux, ou mes proches, ou etc., etc. Donc là, c'est une question, j'allais dire, collective, politique, liée au service public, liée à ce que le numérique fait du service public. Et d'une certaine manière, là, on voit, c'est un exemple où, à partir du moment où on numérise un service public, ça n'est plus un service public. Il y a déjà quelque chose qui s'infiltre dedans qui fait qu'on ne peut plus, à proprement parler de service public. Alors, on pourrait dire que c'est une certaine manière de numériser et qu'on peut toujours mobiliser du libre, etc. Mais je ne suis pas sûr que ça résolve forcément le problème de fond. Donc je dirais que un des enjeux, c'est d'arriver à refaire du numérique un problème politique et d'imaginer de nouveaux leviers, de nouveaux lieux pour en discuter. C'était lié donc au concept de commun négatif dont je parlais tout à l'heure. Il y a des territoires aujourd'hui qui émergent où on a des collectifs de personnes qui se disent nous, on voudrait des territoires déconnectés, on voudrait des territoires low-tech numériques. Je pense que low-tech n'est pas la meilleure expression ici pour parler de numérique, mais c'est pas grave, parce qu'un transistor à 10 atomes ne sera jamais vraiment low-tech dans tous les cas. Mais en tout cas, voilà, qui veulent un autre fonctionnement, un autre rapport au numérique. Et comme on le voit aujourd'hui dans d'autres communes où on vous dit on ne veut pas de pesticides dans notre commune et on prend des arrêtés et le préfet fait tout pour casser ces arrêtés. Et on voit que ça devient des questions aussi de niveau juridique différents, mais qu'on a des conflits de ce type. Et je pense, mon petit doigt me dit, mais voilà, que ça va arriver aussi dans le cadre du numérique et ça ne va pas être cantonné qu'à des questions de pesticides ou autres. Alors, juste pour ajouter, donc ta réponse me va parfaitement, c'est vraiment une question politique. Je dirais qu'on vit en France une période de numérisation de l'État, alors qui avait été annoncée dans le programme de notre président. Donc voilà. Donc il faut effectivement qu'on se réaccapare toutes ces questions et qu'il y ait débat. Parce qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup de territoires qui sont en défiance par rapport à ça. Et on impose aux gens le tout numérique. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en défiance par rapport à ça. Avec le risque vraiment de fracturer notre société, de découper les territoires encore plus entre les villes et les campagnes. Et avec potentiellement vraiment des conséquences importantes pour tous les pays sur la planète. Donc c'est vraiment la réponse, elle sera forcément politique. Là, je suis vraiment complètement d'accord. Je ne vais pas m'inscrire en faux là-dessus non plus. Quand on a attaqué le projet Conscience numérique durable, qui était donc du coup qui a démarré il y a à peu près 1 an et demi, on avait dans l'idée de se dire on voit que c'est un enjeu, donc on va essayer d'aller dans les écoles, dans les collèges, pour essayer de donner des préconisations d'usage du numérique. Comment j'utilise bien un navigateur, comment je fais pour optimiser mon usage. Et on est très vite sorti de ça, parce qu'en fait, effectivement, on est dans un problème qui est plutôt beaucoup plus global, et il s'agit en fait de comprendre des grands principes qui vont être potentiellement présents dans le numérique, mais qui vont être présents dans l'ensemble de la société d'une manière générale. Et donc du coup, tout à l'heure vous avez été présenté les questions d'effet rebond, se posent aussi les questions liées à l'obsolescence, toute l'obsolescence, les différentes obsolescences dont vous avez peut-être déjà entendu parler, donc les obsolescences qui peuvent être techniques, qui peuvent être logicielles, mais qui sont liées aussi à des modes. Et derrière ces questions de mode, il y a aussi des questions de société, de modèles économiques dans lesquels nous sommes inscrits, et qui vont avoir justement des nécessités de vendre toujours plus de smartphones et de se poser la question si au bout de 2 ans mon smartphone il marche encore, pourquoi j'ai envie de le changer. Parce que derrière il y a tout un appareil médiatique, publicitaire, une culture collective qui va nous pousser à prendre la nouvelle technologie et qui va nous conditionner. C'est une question de manipulation que tu évoquais un petit peu tout à l'heure.
pour des intérêts économiques qui ne sont pas forcément les intérêts du commun ou notre épanouissement personnel. Donc effectivement, il y a ce qu'on peut faire au niveau individuel, parce qu'il y a des choses, tout de suite maintenant, on peut réfléchir à ce qu'on peut faire, soit avec son ordinateur, avec son smartphone, avec ses usages quotidiens, mais c'est absolument pas suffisant en réflexion globale, parce qu'une fois qu'on aura fait ça, il me semble que au Conseil pour le climat, avec les 150 citoyens qui se réunissent, Convention citoyenne, merci. On a mis à leur disposition un certain nombre de données. Bon, ce qu'on montre bien par rapport aux enjeux, simplement aux enjeux de dérèglement climatique, c'est que si on veut passer d'à peu près 13 tonnes de CO2 équivalent par Français à autour de entre 2 et 3 tonnes, la marge de manœuvre au niveau individuel est de l'ordre de 1 tonne, quoi. On va pouvoir faire à peu près 10%. C'est-à-dire que quand on aurait été héroïque d'un point de vue personnel sur ses usages numériques, mais sur ses usages alimentaires, transport, tout confondu, on aura fait 10%. Le reste, c'est les modes de production, agricoles, industriels, les services. Et ça, c'est des choix politiques. Et donc, il faut une mobilisation aussi sur le terrain politique pour transformer la société et aujourd'hui faire des grands arbitrages dont je n'ai pas la réponse non plus de comment on les fait, étant donné les trajectoires. Mais en tout cas, on doit prendre conscience de ces mécanismes-là, effet rebond, obsolescence, voilà, pour ensuite pouvoir interroger tout ça collectivement. Ben, pareillement, je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Je vais simplement ajouter que ce n'est pas parce qu'on peut faire que 10% qu'il ne faut pas les faire. Donc voilà, par rapport à ça, tous les pas individuels sont importants. Et surtout, tous ceux que vous pouvez vous permettre sont importants. C'est-à-dire que c'est pas... voilà, l'investissement, moi je vais parler plutôt au niveau personnel, n'est pas instantané, automatique et dans tous les domaines d'un coup. Et c'est très bien comme ça. Et chacun fait avec les choses où il peut... chacun évolue et change un tout petit peu ses pratiques dans les domaines où il peut le faire et où il a la volonté de le faire et où il a la volonté de s'investir un tout petit peu. Et c'est bien. Et c'est là où il y a aussi un point, étant donné que je suis totalement dans le domaine associatif et aussi localement sur Saint-Étienne, c'est là aussi où il y a un point de convergence des luttes au niveau local et au niveau régional qui est très important. C'est-à-dire que en évoluant un tout petit peu sur ces pratiques numériques, eh ben, on va rencontrer d'autres gens qui, eux, évoluent un tout petit peu sur d'autres pratiques, sur l'agriculture, sur la culture, sur d'autres domaines, la technique, diversité des techniques mécaniques, etc., etc. Et avec eux, on va aussi pouvoir faire des choses et aller un tout petit peu plus loin aussi au niveau à la fois de l'écologie, de la lutte contre le réchauffement climatique, tout ça, et à la fois aussi sur faire bouger les lignes sur le plan du numérique en France et où dans le monde. Et aussi, j'avais un troisième point, mais je l'ai perdu, mais ça va me revenir, c'est pas très grave. Voilà. Bien, je me tourne maintenant vers vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser, des points de débat à soulever ? Voilà. Vous avez mentionné à un moment l'utilisation des données pour manipuler les gens à travers des biais cognitifs, mais c'est déjà le cas dans la publicité. Enfin, le principe même de la publicité, c'est d'utiliser des biais cognitifs pour target les gens. Oui, mais la publicité jusqu'à présent, c'était quelque chose de masse. On jouait donc sur les biais communs que peuvent avoir une majorité de gens. Là, on peut cibler. Et c'est ça la grande différence. C'est qu'on va pouvoir vraiment personnaliser complètement le contenu pour vous influencer. Il y a un exemple très amusant qui date de W. Bush Jr., où en fait on a vu des campagnes de pub
ou pour vraiment convaincre une personne de voter républicain, donc il y a quelques dizaines d'années de cela pour les républicains. Donc on morphait le visage de W. Bush sur le visage de la cible. Donc il n'y avait pas, on voulait créer une ressemblance avec la cible pour qu'elle puisse s'identifier facilement à cette personne. Donc ça, c'est une technique très très simple et qui peut marcher. Et c'est vraiment, voilà, là, le grand changement, c'est la personnalisation. Un complément par rapport à ça, si on regarde ce que propose aujourd'hui par exemple Facebook, si vous regardez les papiers de recherche qui sont publiés par Facebook, je ne sais pas si vous avez fait ça, mais c'est toujours rigolo, il y a les chercheurs de Facebook qui publient des papiers de recherche. Ils avaient publié notamment un papier de recherche qui montrait, et ça montre le décalage entre le marketing classique et ce que veut vendre Facebook à ses clients. Marketing classique, c'est effectivement, je vous montre un produit à travers diverses méthodes, j'arrive à vous convaincre de l'acheter ou d'acheter un candidat, parce que c'est les mêmes méthodes finalement. Surtout aux États-Unis, hein, où il y a quand même beaucoup d'argent. Donc, là, ils montraient qu'ils avaient réussi à isoler des gens sur Facebook en les isolant de leurs amis, en ne leur montrant pas le mur de leurs connaissances, etc., etc., et que les gens ensuite étaient tombés en dépression, où ils étaient déprimés. Et donc c'était intéressant parce que c'était pas du tout éthique hein, comme pratique de recherche, ça a quand même fait grincer des dents. Mais bon, voilà, grincer des dents, c'est pas grand-chose. Mais donc c'était intéressant, c'est qu'ici, ils vendaient la capacité à induire un comportement chez des utilisateurs. Donc c'était pas tant dans du temps de cerveau disponible comme à l'époque de Patrick Lelay, que la capacité de dire nous on peut rendre nos utilisateurs euphoriques, dépressifs, machin, et évidemment ensuite pour des gens qui ont des publicités à faire passer ou des produits à vendre, c'est extrêmement puissant. Bon, j'avais juste une question pour Monsieur Monin vis-à-vis de la présentation que vous avez faite. En fait, la question que je me posais, c'est quand vous avez parlé donc, de technologie, de technologie zombie, de technologie vivante. Je vois la notion de technologie zombie justement dans l'utilisation qu'on en a. Je vois pas l'utilisation, j'ai pas de vision de ce que pourrait être une technologie vivante, par exemple avec ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc il va falloir s'en passer. Tout à fait. Ça correspond à un retour en arrière ou à une évolution ? Pas forcément un retour en arrière, parce que ce qui vient de l'arrière, c'est plutôt justement, comme je disais, les objets connectés. Ça a 40 ans et ça vient aujourd'hui à un moment donné où c'est pas synchrone. Donc ce qui n'est pas un retour en arrière, c'est finalement d'essayer de trouver des technologies qui sont adaptées à nos nouvelles conditions d'existence. Ça, c'est pas du tout un retour en arrière, parce que c'est des conditions qui vont être plutôt inédites dans l'histoire de l'humanité. Donc s'il y a de l'invention, parce que l'innovation c'est très galvaudé à imaginer, effectivement c'est plutôt de ce côté-là vraisemblablement. Effectivement, c'est pas forcément la manière usuelle de poser les choses, notamment par rapport au numérique. Je prends un exemple qui est celui de l'obsolescence programmée. Effectivement, moi, j'ai pas forcément la même manière de voir les choses. Il y a un an, on avait fait avec le GDS Eco-Info, le 26 novembre 2018, parce que c'est tous les 26 novembre maintenant, donc il n'y a vraiment pas longtemps, la dernière, mais moi je parle de celle d'il y a un an, on avait fait une conférence sur l'obsolescence, qui s'intitule « L'obsolescence dans tous ses états ». Et à la fin, moi j'avais fait une intervention avec d'autres, qui s'intitulait, avec un designer notamment, « L'obsolescence à programmer ». En disant que effectivement, la lutte contre l'obsolescence programmée, moralement, c'est très bien, c'est formidable. Acheter un téléphone tous les 2 ans plutôt que tous les ans, effectivement, on se dit c'est une bonne idée. Sauf si, et là on parle toujours d'effet de bord et d'effet rebond, donc imaginons que j'achète un téléphone un peu cher, donc disons qu'il coûte 800 €. Il y a pire, il y a mieux, mais disons qu'il coûte 800 €. J'achète mon téléphone 800 € et avec mes 800 €, alors c'est pas moi, hein, mais c'est un exemple, avec mes 800 € que j'ai économisé au cours de l'année parce qu'il tient maintenant 2 ans au lieu de tenir 1 an, mais ça marche aussi avec d'autres durées, hein, c'est pas l'essentiel. Je vais à Ibiza en avion 2-3 fois en low cost. Et ben mon bilan carbone n'est pas forcément hyper bon pour autant. Et donc la question, c'est est-ce que je réinvestis ce que j'économise en luttant contre l'obsolescence programmée dans autre chose ? Si je le réinvestis dans autre chose, effectivement, il n'y a pas de gain. Et de toute façon, ça, ce sont des technologies aujourd'hui, d'ores et déjà, parce que si vous regardez les courbes, la consommation est de plus en plus importante dans la part de l'énergie dépensée, ce sont des technologies en fait, dont on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas les moyens de faire durer. C'est ça le truc.
c'est pas de les faire durer. Il ne faut pas rendre durables nos technologies numériques. On n'a pas les moyens de continuer à avoir ce type de technologie, si on regarde l'impact que ça a véritablement. Du coup, oui, la question, c'est pas celle de lutter contre l'obsolescence programmée, mais peut-être plutôt demain de programmer l'obsolescence. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quels sont les collectifs aujourd'hui qui imaginent programmer l'obsolescence, qui imaginent des terrains, des territoires pauvres en numérique, appauvris en numérique, déconnectés, etc., etc. Donc oui, c'est plutôt ça. Mais même ça, c'est une, si vous voulez, c'est pas une régression, c'est une innovation juridique, c'est une innovation réglementaire, c'est repenser la question des communs. C'est pas du tout. Alors Benoît-Latour parle de rétrogression pour proposer un substitut à l'idée de régression. Mais non, ça c'est pas une régression. La régression, c'est aujourd'hui de faire passer pour le fin du fin des technologies qui ont 70 ans et de continuer à appeler ça les nouvelles technologies. Ça, c'est ridicule. Ouais, juste pour compléter, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Simplement, vis-à-vis de l'obsolescence, je rebondis sur la première question qui nous a été posée, mais il y a quand même des questions immédiates qui se posent pour tout le monde, de dire, OK, une fois que j'ai pris conscience de mon impact, concrètement, j'ai envie de faire des choses. Et donc il ne s'agit pas de dire comment on fait pour continuer à faire des téléphones portables en les faisant durer plus longtemps, qui peut être une stratégie collective, mais au niveau individuel, on sait malgré tout que l'empreinte énergétique, elle est à moitié déjà dans la fabrication des objets. Donc quand on va aller, et je vais faire le lien avec du coup ta remarque, mais quand on sait que du coup aujourd'hui on est à quelques 15 milliards d'objets numériques, j'ai là aussi séparé les chiffres, et qu'on va d'ici 5 ans à 65 milliards d'objets connectés, enfin, j'ai ce chiffre-là, toi tu confirmes ou pas, hein, mais ou plus, ça veut dire que derrière, si j'ai 50% d'empreinte dans la fabrication, déjà je vais fabriquer et je vais avoir du coup de plus en plus d'impact. Donc il y a forcément l'idée de dire de moins en moins d'objets et casser cette courbe prédictive qui est très discutable au regard des enjeux environnementaux, de dire ça va se passer. C'est un avenir possible, il l'a très bien expliqué. Mais en tout cas, voilà, dans l'immédiat, vous, un des gros premiers leviers que vous avez, c'est lié à tous vos objets, de les faire durer le plus longtemps possible et d'essayer justement de ne pas se faire piéger dans des logiques de consommation. Je reviens sur l'exemple de 2 ans. La moitié des téléphones, des smartphones aujourd'hui qui du coup sont arrêtés au bout de 2 ans ne le sont pas parce qu'ils ne fonctionnent plus. Ils fonctionnent parce qu'il y a une envie de changement. Donc après, il y a plein d'autres questions par rapport à l'obsolescence et toutes les formes d'obsolescence technique, logicielle, etc. Mais voilà, mais il y a la question du marketing qui se pose aussi derrière. Donc du coup, au niveau des premières préconisations, la première en tout cas, moi je me fais que l'écho de personnes avec lesquelles on travaille. Je précise du coup que je ne suis pas un expert du numérique, je suis plutôt un éducateur, on va dire, pour faire très simple. Et derrière, on travaille avec des gens du Shift, avec des gens du Green IT qui vont nous donner des orientations et les grands messages à faire passer. Parmi les grandes opérations concrètes à faire, donc il y a la durée de vie des appareils. Il y a dans la question des usages, il semble assez prégnant qu'il y a une explosion du secteur de la vidéo, du trafic de données autour, avec le rapport de cette année du Shift aussi sur l'insoutenable croissance de la vidéo. Je ne sais plus exactement le titre de l'étude, je vous la recommande également. Mais en termes d'image, pour se rendre compte, quand je regarde 10 minutes d'une vidéo en streaming sur c'est une moyenne, sur un smartphone, je vais en fait derrière produire autant d'émissions de CO2 que si mon téléphone, je le laisse allumer pendant 10 jours sans vraiment l'utiliser. Donc en fait, il y a une consommation cachée en 10 minutes qui est vraiment très importante derrière, parce que je fais appel à des infrastructures que je ne vois pas, mais des réseaux, des bases de données, des calculateurs, et voilà, et tout ça est concret. Donc il y a sur l'un point de vue de la vidéo des choses concrètes à faire. Et je vous en donne juste une dernière recommandation, et là aussi je vous laisserai confirmer en termes d'experts, mais il semble très clair qu'en fonction aussi du réseau qu'on utilise, il y a une consommation d'énergie cachée, à rendu égal et à performance utilisateur équivalente, des impacts beaucoup plus importants quand on se situe par exemple sur la 2G, 3G, 4G que sur du réseau filaire ou Wi-Fi. Donc c'est de l'ordre entre du 3G selon Green IT, je crois qu'entre du Wi-Fi et du 3G, c'est du x15. Et entre du Wi-Fi et du 4G, c'est du x20, il me semble. Donc je regarde une vidéo en Wi-Fi, je regarde la même vidéo en 4G, j'ai émis 20 fois plus de gaz à effet de serre derrière.
Donc il y a quand même des choses très opérationnelles et concrètes à réfléchir, parce que je vais te rejoindre sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ok, il y a des choses qui sont collectives et donc la pensée au niveau politique, elle est hyper importante, mais il y a des choses vraiment très très opérationnelles qu'il faut commencer à réfléchir et qui font après boule de neige, quoi. Juste en complément, effectivement, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Il y a une dialectique ici entre, il ne s'agit pas de dire aux gens cassez vos téléphones ou jetez-les parce que ça fera juste du déchet supplémentaire. Et de toute façon, dans pas très très longtemps, ça va être un déchet, donc c'est pas la peine d'accélérer parce que la vie active de cet appareil, elle n'est pas très longue. Donc il ne s'agit pas de taper au niveau individuel sur les gens, par contre de se dire est-ce qu'on a les moyens au-delà, en distinguant l'objet technique de la lignée technique, une distinction que faisait un philosophe, Gilbert Simondon, est-ce que la lignée technique smartphone, elle, il faut la faire durer? Et vraisemblablement, non. Par contre, la lignée technique elle-même, elle n'est pas tellement compatible avec justement aujourd'hui les conditions de vie, les conditions de production que l'on souhaite, etc., avec les conditions environnementales qu'il faudrait atteindre. Donc c'est important de distinguer les deux. Si vous vous souvenez, l'année dernière, il y a une crise qui a éclaté parce qu'on a dit aux gens on va vous augmenter le prix de l'essence, maintenant c'est à vous individuellement de le supporter. Et ça a été une crise extrêmement importante, c'est la crise des gilets jaunes. Donc on a dit pendant des décennies, on a transformé la France en obligeant les gens à utiliser leur voiture, et même pour aller au travail, pour trouver un travail, etc. Et du jour au lendemain, on disait maintenant, il y a toutes ces infrastructures qui sont présentes, mais c'est au niveau individuel que vous allez supporter les conséquences de ces choix-là. Évidemment, à un moment donné, ça explose. Donc ça, c'est un point tout à fait important. Juste par rapport à l'IoT, je pense que c'est important aussi de dire pourquoi les chercheurs travaillent sur l'Internet des objets aujourd'hui. Moi, j'étais en 2015 dans une réunion pour un événement qu'organisait la FINX intitulé Transition au carré, transition numérique, transition environnementale. J'ai posé la question, pourquoi vous travaillez là-dessus? Personne ne savait répondre. Parce que ce sont les industriels qui ont lancé ces programmes. Et qu'aujourd'hui, l'ANR est pilotée en vue de répondre à une demande industrielle, pas par rapport aux vœux des chercheurs. L'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche qui finance les projets des chercheurs qui n'ont pas de financement constant, mais qui doivent passer par un guichet pour obtenir des financements. Et les financements sont pilotés plutôt par les industriels que par les chercheurs. Donc pourquoi il y a de l'IoT, de l'Internet des objets? Pour des raisons là encore très simples, mais voilà, il faudrait aussi se poser la question. Et le dernier point, juste par rapport à l'énergie, c'est un point assez vicieux sur le bilan carbone des compagnies. Vous avez des compagnies du numérique, des GAFAM et autres qui peuvent vous dire, mais nous, on utilise une énergie décarbonée, de l'hydroélectricité, du nucléaire ou autre chose. Alors, évidemment, on pourrait dire le numérique, dans ce cas-là, a une empreinte qui est acceptable. Sauf qu'en fait, comme dans le mix énergétique, les renouvelables ou l'énergie, l'électricité décarbonée représente quand même une masse très très peu importante du mix énergétique, en fait, c'est simplement qu'eux ont les moyens de taper dans ce réservoir d'énergie propre, entre guillemets, mais en fait, ça n'augmente pas la valeur absolue de ce réservoir d'énergie propre. C'est juste qu'ils se l'accaparent. Et donc, ça veut dire qu'en se l'accaparant, d'autres ne le font pas. Donc, plus ils vont consommer l'énergie propre, moins vous allez consommer, vous, de l'énergie propre, et d'autres acteurs vont consommer de l'énergie propre. Donc là encore, c'est être vertueux à vil prix, je dirais. Alors, je voudrais juste avoir une petite réaction voilà, sur la technologie, sur beaucoup d'entre vous, voilà, il y a beaucoup de futurs ingénieurs. Combien d'entre vous connaissent Alexandre Grothendieck? C'est considéré comme certainement le plus grand mathématicien, médaille Fields, d'accord, d'origine russe et ayant fait la plupart de ses travaux en France, qui, dans les années 70, a décidé de tout arrêter. Vous imaginez quand même, le plus grand mathématicien, d'accord, spécialiste des variétés algébriques, vraiment quelqu'un vraiment très très fort, reconnu dans le monde, qui décide de tout arrêter pour travailler uniquement sur un sujet, la survivabilité de l'espèce humaine. Et donc, il a vraiment appliqué concrètement ça. Il a d'abord fait une conférence au CERN, qu'il a fait un petit peu partout en France, un peu partout dans le monde, où il a essayé de convaincre les autres chercheurs qu'il fallait effectivement arrêter de faire la science telle que nous la faisions. Et qui donc est parti vivre dans le sud de la France pour essayer de comprendre comment est-ce que l'humanité allait faire pour survivre et répondre à des questions concrètes. Comment est-ce qu'on fait manger tout le monde? Et
voilà, je sais que voilà, vous êtes un grand nombre d'entre vous de futurs ingénieurs. Posez-vous ces questions. C'est vraiment des questions éthiques fondamentales. Voilà, peut-être que pour les plus brillants d'entre vous, vous aurez peut-être des propositions d'aller travailler, je ne sais pas, chez Google et Facebook. Je vous souhaite le talent d'être reconnu par ces gens. Je ne vous le souhaite pas, effectivement. Mais réfléchissez-y. Et je vous invite vraiment à écouter et à lire les articles d'Alexandre Grothendieck. Il a été jusqu'au point de massacrer ces brouillons pour que les gens ne puissent pas les exploiter. En 2 minutes, ce sera peut-être pour te relancer après. Simplement par rapport à la question des énergies, ayez bien en tête que quand vous êtes dans la filière numérique, vous n'avez pas vous n'utilisez pas que de l'énergie du mix énergétique français et que du nucléaire. Loin de là. Le nucléaire en France, c'est qu'une petite partie de toute l'énergie qu'on utilise. C'est d'abord du pétrole, du gaz, ensuite, on va dire un peu de charbon, mais le charbon aussi qui est produit ailleurs dans d'autres pays, parce qu'aujourd'hui, notre industrie, elle est à l'extérieur dans les autres pays. Et ensuite, une petite part de nucléaire. Donc, par rapport à ce qui a été dit dans les perspectives fusion, etc., Jean Covici serait d'accord avec nous ce soir. Enfin, je dis ça, c'est plus sa pensée que je retransmets là, d'ailleurs, mais de dire que de toute façon, il n'y a pas de miracle à attendre ou de solution à attendre de la technologie nucléaire, puisque de toute façon, c'est que 3-4% de l'énergie mondiale aujourd'hui. Donc, quand même, on développe ça parce que ça peut être un atténuateur, on en discute, mais pensez bien que derrière, il y a tout le reste. Après, par rapport juste à votre métier, quand même, je retiendrai le livre blanc du numérique qui avait été fait il y a quelques années. Parce que bon, je l'ai pas tellement en tête, mais il y a quand même cette idée de dire qu'il faut qu'on choisisse un petit peu maintenant le numérique de demain, parce que du numérique partout à outrance, c'est absolument pas une perspective. Et se dire que du coup, aujourd'hui, on considère quand même que le numérique, les technologies, l'informatique sont des savoirs qui sont indispensables à une transition écologique également. Parce que aujourd'hui, nos modèles de connaissance du GIEC, par exemple, sont basés sur des outils extrêmement pointus. Donc il y a quand même aujourd'hui, par rapport à vous, votre avenir, ça va rejoindre avec la question de Google, Facebook ou autre, mais de où je mets mon intelligence et où je mets ma connaissance au service de quels intérêts communs ou individuels ou privés dans des entreprises. Je suis obligé de faire ma publicité alors. Pour les ingénieurs qui se rendraient compte au bout de 5 ans d'études qu'ils ont fait une erreur, des études d'ingénieur, on lance un master à Lyon avec une école de design qui s'appelle Strat sur justement les gens qui veulent travailler sur la question de demain, qu'est-ce qu'on fait, quel métier on développe à l'heure de l'anthropocène justement pour répondre à tous ces défis. Et du coup, voilà, ça s'adresse justement à des étudiants qui se seraient dit maintenant j'ai fait 5 ans d'études, je ne sais pas trop quoi faire par rapport aux grandes questions d'avenir. Et on ouvre ça pour eux donc en 2020. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on peut en discuter ensemble. Je pense qu'il y a besoin de le faire au niveau, nous, mais il y a d'autres qui vont le faire, mais au niveau collectif pour que, encore une fois, ce ne soit pas des choix individuels. Je vois bien des associations d'ingénieurs, on voit des offres d'emploi circuler en se disant là il y a une offre un peu moins dégueulasse que les autres, vite je vais essayer de me positionner dessus. Donc je vois un petit peu au sein de collectifs comme ingénieurs engagés ou des choses comme ça, j'avais vu des choses de ce type apparaître. Je pense que la réponse elle doit être là aussi plutôt collective, en imposant finalement de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, de nouvelles figures, de nouvelles finalités, y compris au sein des organisations. Et c'est plus facile de le faire collectivement que de le faire individuellement en allant voir une entreprise ou une organisation. Ça peut être la recherche, c'est la même problématique aujourd'hui. De toute façon, la recherche aujourd'hui, c'est largement fonctionne comme une entreprise, et d'essayer de faire valoir justement des questions de ce type-là. Oui, alors juste pour dire, je vois que le temps file, on ne va pas trop tarder, on va prendre encore 1 ou 2 interventions, et puis après on pourra continuer évidemment ces discussions pendant des heures, mais dans un autre cadre que dans cet amphi. Alors une intervention courte, mes cheveux blancs ne seront pas mis en jeu dans la question. Les 4 intervenants nous ont parlé de la nécessité d'un débat politique sur ces questions. Le problème est que ce débat politique ne sera pas posé ni par les entreprises, ni par les politiques eux-mêmes,
parce que leurs intérêts sont assez fortement liés, à la fois parce que les techniques utilisées par les entreprises, on parle d'un capitalisme de surveillance, mais on peut parler également d'états de surveillance qui se généralisent un peu partout dans le monde. Il n'y a qu'à voir la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Et donc, il me semble que vraiment, ce seront les citoyens eux-mêmes qui devront se mobiliser sur la question politique et l'imposer d'une certaine façon à la fois au monde économique et au monde politique. Effectivement, mais c'est mettre beaucoup de pression sur les épaules des citoyens. Je suis d'accord avec vous, mais il faut que cette mobilisation prenne des formes collectives pour pouvoir justement espérer peser. Après, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand on discute en off avec des gens au sein d'organisations, y compris de grosses organisations, hein, pas des petites entreprises, mais des grosses entreprises, plus on tape haut dans l'entreprise, plus quand même, nous on fait des enquêtes auprès de ces organisations-là, plus les dirigeants, les responsables ont conscience des enjeux environnementaux qui se posent, et c'est pas comme s'ils pouvaient les ignorer. C'est-à-dire que c'est plutôt le capitaine d'un navire qui voit l'iceberg. À un certain niveau, on voit l'iceberg. D'autres ne le voient pas forcément au sein de l'organisation parce qu'ils ont plus le nez dans le guidon. Mais ils voient quand même qu'il y a des problèmes, et des problèmes très très concrets qui vont se poser et qui vont s'imposer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer non plus que les entreprises vont pouvoir continuer à avoir un modèle business as usual, continuer sur cette ligne-là. Elles ne pourront pas, pour des raisons très très concrètes, finalement assez rapidement. Par exemple, je prends un exemple. Vous êtes une entreprise qui vend des skis, et si vous allez regarder dans les Alpes, aujourd'hui dans les Alpes, il y a de moins en moins de neige, les Alpes se cassent la figure parce que le pergélisol fond, et donc c'est pas juste qu'il n'y a plus de neige, mais qu'il y a la montagne par endroits décroche. Concrètement, il y a plein de gens qui observent ce phénomène, et du coup ça devient compliqué. Donc un grand fabricant de skis en France, par exemple, mise aujourd'hui beaucoup plus sur le streetwear. Donc c'est bien qu'ils sont mal, parce que s'ils allaient bien, ils vendraient des skis et pas du streetwear. Et ça, c'est des exemples qu'on peut multiplier à l'envi. Donc je pense aussi qu'il y a quand même pour le coup, on parlait de limites physiques, il y a aussi des phénomènes de ce type qui vont se poser, qui vont obliger à un moment donné à prendre des mesures, même si je suis d'accord qu'il faut jouer un peu partout. Le modèle chinois, je reviens juste parce que c'est un modèle un peu plus compliqué. En fait, de ce que je comprends, pour connaître une chercheuse qui travaille là-dessus, donc le modèle de social credit chinois, on espionne au niveau... on fait ce que fait Facebook, mais c'est l'État qui le fait, pour aller vite. En réalité, c'est plutôt des compagnies qui font ça en Chine. Et par contre, ce que fait l'État chinois, c'est qu'il espionne les organisations. Donc il espionne les entreprises pour voir si elles suivent vraiment ses recommandations. Et il met en place effectivement toute une infrastructure pour le faire. Mais c'est intéressant que lui-même choisisse l'organisation comme le niveau, finalement, le levier pour associer système de social credit et ce qu'ils appellent la civilisation écologique, pour avoir une espèce de pilotage par le numérique de l'écologisation de la société. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, hein, évidemment, parce que ça pose énormément de problèmes, mais eux-mêmes identifient, c'est moins sur l'individu que sur l'organisation. Mais voilà, on pourra en débattre assez longtemps. Il y a, par rapport au fait que les citoyens doivent prendre en main eux-mêmes la situation, il y a plusieurs aspects. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, on a beaucoup de chance, beaucoup, parce qu'on a un réseau d'associations qui est extrêmement développé. Faut pas, alors, à Saint-Étienne, d'autant plus. À Saint-Étienne, il y a plus d'associations que dans tout le reste de la Loire réunie. Enfin, c'est vraiment, à Saint-Étienne, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on a un fort réseau d'associations qui est très dense. En France, on a beaucoup d'associations, on a beaucoup de gens qui bénévolement font des choses pour d'autres. Il faut savoir que ce n'est pas du tout le cas ailleurs. Il y a des pays entiers dans lesquels les associations, ce n'est pas qu'elles se comptent sur les doigts de la main, mais enfin, au mètre carré, quasiment, quoi. Donc, par exemple, j'ai fait un voyage en Australie, vous allez parler d'associations bénévoles, il n'y a personne. Des groupements d'utilisateurs Linux, mais genre jamais, on n'en voit pas. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Ou alors ils se réunissent une fois par mois dans une des plus grandes villes de l'Australie. Et des grandes villes, il y en a 3 en Australie. Donc voilà, ça vous donne un peu la densité. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça permet à chacun de nous, individuellement, d'aller
d'aller maintenant sur Internet, se renseigner sur les associations qui font des trucs qu'on aime autour de chez nous, et de participer, et de recréer du lien humain avec des vrais gens qui font des vrais trucs. Par exemple, si vous n'y connaissez rien en informatique, vous pouvez venir à Allelise, et on va vous expliquer. Et voilà, et on va prendre le temps. Et, voilà. Et si vous y connaissez vachement bien en informatique, vous pouvez venir à Allelise, et c'est vous qui expliquerez à des gens qui ne connaissent rien. Et ça, c'est super bien. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, on est au début de ce que je disais tout à l'heure, d'une certaine convergence des luttes, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des réseaux d'associations qui travaillent ensemble sur des problématiques précises, notamment sur le numérique. On a des réseaux d'associations du numérique en France, sur plusieurs aspects, sur la musique, sur l'hébergement, sur voilà, tout ça c'est des choses qui existent, et c'est très très bien. En revanche, il faut rester vigilant à la manière dont on le fait, parce que on a un fort danger communautariste qui existe dans la plupart des associations alternatives, écologiques, etc., numériques, tout ça. Il y a un fort côté communautariste, tout simplement parce que pour se poser des questions d'écologie, il ne faut pas lutter pour sa survie. Quand on lutte à l'échelle personnelle pour sa survie, c'est compliqué de se poser toutes ces questions écologiques. Et donc, il faut savoir rester accessible à des gens qui n'ont pas les mêmes moyens que les nôtres, qui ont moins de moyens que nous, même si on n'a pas nécessairement beaucoup de moyens, on en a toujours plus. Et ça, c'est une des grosses difficultés qu'il y a actuellement. Et c'est là aussi où le travail individuel, il est limité. Il est limité parce qu'individuellement, ou même en une association, ça peut faire plein de choses, mais ça ne peut pas passer certaines barrières, et notamment la barrière du renfermement.